Des problèmes de boutons. Salut à vous, mon petits tentacules. Aujourd'hui, nous accueillons Sandy, donc déguisé en Chewbacca, et Mathieu. Oui. Je sais pas c'est quoi, ces grosses oreilles bleues. Teletubbies. Voilà, donc Voilà, c'est Teletubbies ça. Mathieu et Chewba Sandy. Et on est là pour vous taquiner sur vos spécialités, à savoir que vous êtes des gros anglophones. Et du coup, bah, on va parler traduction, puis on va parler voilà, production américaine. Donc, première question, parce qu'en fait, je vous ai entendu en parler entre vous sur tout le travail de traducteur, quelle couche de traduction, telle relecture, tel machin, tel truc. Si en fait ça, vous pouviez essayer de l'expliquer simplement pour que les gens aient un peu une idée de comment ça marche une traduction. Parce que c'est pas du tout seulement on se paye un traducteur. C'est un tout petit peu plus complexe que ça. Je vous en prie. Vas-y, Sandy. Alors, la traduction, comment ça marche? Euh, Personne ne sait ce qu'il fait dans la traduction. En fait, quand on parle d'une traduction, la traduction déjà, alors une chose qu'il faut savoir, c'est pas ce qui prend le plus de temps dans la création d'un bouquin, parce qu'une traduction, ça se mesure. Le traducteur sait combien de temps il va passer pour la terminer, sauf cas accidentel, style enlèvement par des extraterrestres. Mais en général, on sait combien de temps ça prend. Ça prend pas énormément de temps, mais ça nécessite effectivement plusieurs couches. Donc on a le traducteur qui va traduire. On a, alors, si le traducteur, s'il y a plusieurs traducteurs qui travaillent par exemple en binôme, parfois les traducteurs font entre eux une relecture croisée. Ça leur permet d'éviter de faire des erreurs et puis ça leur permet d'uniformiser leur travail. En général, ils ont un glossaire commun quand même, parce que sinon ils seraient assez mal barrés. Donc on a déjà cette première relecture qui a lieu, et puis après, on va avoir une relecture, alors une relecture qui est double, qui est une relecture littéraire et une relecture technique. Selon l'éditeur, la relecture en question peut être effectuée par une personne ou deux personnes. On peut avoir un relecteur uniquement technique et un relecteur uniquement littéraire, ou alors quelqu'un qui fait les frites et le café, et qui va tout faire en même temps. Et une fois que cette relecture est terminée, généralement, on a encore une personne qui va superviser, qui va chapeauter tout ça, qui va refaire une petite relecture par-dessus. Et une fois que tout ça va être maquetté, parce que la maquette, alors la maquette, normalement, ça va très très vite, mais selon les éditeurs, ça peut prendre plus ou moins de temps. J'ai Ouais, on va dire j'ai- ça comme ça. j'ai vu des bouquins de 400 pages qui étaient maquettés en 2 ou 3 semaines par des maquettistes très très rapides. Puis j'ai eu le cas notamment d'un bouquin de 400 pages qui a eu le temps d'une gestation, 9 mois, 9 mois de maquette. Je ne sais pas ce que faisaient les maquettistes, mais ça ne devait pas être seulement de la maquette. Et donc, une fois que cette maquette est terminée, on a encore une phase de relecture maquette qui normalement consiste à repérer les pétouilles, les coquilles qu'on a faites à la maquette, du style un texte qui est décalé, un texte qui est resté en anglais ou en espagnol, ce genre de choses-là, mais qui en réalité consiste quand même à revérifier une dernière fois si le texte est propre. Et donc cette relecture maquette, ça peut être encore une personne supplémentaire qui l'a fait. Et encore par-dessus tout ça, on peut avoir ce que moi je faisais faire lorsque je supervisais les traductions chez Edge. J'ai fait ça pendant 7 ans. 7 ans, 7 mois, 7 jours. Et, et quand le dernier jour était fini. Et cette dernière phase consiste à prendre des gens qui n'ont jamais vu cette traduction, surtout qui n'y ont jamais touché de près ou de loin, et à leur dire est-ce que tu peux me lire ça et voir s'il y a des choses qui te sautent aux yeux. Parce que quand on a le nez dans la traduction pendant plusieurs mois, on a relu le texte 3 ou 4 fois déjà, et quand on arrive à la 5e fois, s'il y a des erreurs, on les voit plus du tout. Donc voilà, c'est bien d'avoir un œil neuf. Donc moi j'avais ce qu'on appelait des fans relecteurs, alors qui étaient quand même pas rémunérés bien cher, hein. Ah oui, Mathieu en a fait partie. Et d'ailleurs j'ai eu la chance d'avoir des fans relecteurs qui étaient vraiment très très motivés, très enthousiastes et très compétents, et qui n'étaient pas payés bien cher, puisqu'on les rémunérait simplement en leur donnant un exemplaire du bouquin chez Edge. Donc c'était pas, honnêtement c'est peanuts, hein. Mais voilà, donc ça fait énormément de couches de relecture, de re-relecture et de re-relecture. Et alors ce dont on parlait avec Mathieu juste avant que l'émission ne commence, c'est que plus on a de relecture, en théorie, plus on devrait avoir un travail qui est lisse, qui est propre, mais en réalité, chaque relecteur peut lui aussi ajouter des pétouilles. Il peut rajouter des coquilles au texte. Quand on réécrit une phrase en entier, parfois on va louper un truc. Quand on change le genre d'un mot, on va changer le genre de l'adjectif qui est juste à côté. Puis parfois, on va pas se rendre compte que un petit peu plus loin, il y avait un autre adjectif, on l'a oublié. Et du coup, on a une phrase qui est complètement bancale. Donc, avoir beaucoup de relecteurs, c'est bien, mais ce n'est pas forcément un gage de qualité. Et
les éditeurs qui, à mon sens, sont les plus efficaces sont ceux qui ont déjà un bon traducteur ou une bonne traductrice d'emblée, et après qui se contentent d'avoir un relecteur qui fasse tout, qui gère tout, et juste un décoquillage à la fin. Moins on a d'étapes, moins on court le risque d'avoir un produit qui va être éparpillé et sur lequel on va avoir 5 personnes qui ont 5 avis différents sur le style, par exemple, du texte et qui vont apporter chacun leur pierre à l'édifice jusqu'à ce que l'édifice se casse la binette. Oui, Donc, c'est ce que moi, je remarque que moi, donc, je fais de la relecture et quand tu parles donc de la traduction, effectivement, quand le texte de base est déjà bien traduit, ça aide parce que ça donne une vraie direction. Alors, il y a toujours, évidemment, quand tu écris des centaines de milliers de caractères, il y a toujours des petites choses. Les pires à avoir, c'est celles qui sont en fait, c'est des fautes de frappe qui créent un autre mot. Parce qu'en fait, ils ne sont pas, ils sont pas détectables. Monsieur J. Je me rappelle tout le temps, même d'une où c'était, il y avait un hôpital psychiatrique et on parlait d'un interne. Et puis, il y a un T qui s'est rajouté à interne, donc ça faisait et oui. Internet. Et Et ça, oui. quand tu le passes à Word, Word, pour lui, c'est bon. Et ça, c'est les pièges. Quand le texte de base a beaucoup, on peut retravailler parce qu'il y a des choses qui vont pas trop bien. Là, tu es vraiment à concentrer dessus. Et d'ailleurs, c'est ce qui amène que il y a des moments, quelle est la lecture, quelle est la barrière entre la relecture et la retraduction. Mais quand le texte est nickel, c'est un petit peu comme, tu imagines un peu une grande route, tu roules et puis il n'y a rien. Mais donc, c'est-à-dire que ton attention, elle commence à se baisser et il faut faire gaffe. Mais Donc, effectivement, complètement. Pour le petit néophyte qui essaye de comprendre, tu es en train de nous dire que le plus dur, c'est les contresens qui passent tous les vérificateurs oui, d'orthographe. alors c'est pas les contresens parce que beaucoup de personnes disent oui, c'est mal traduit, c'est mal relu parce qu'à un moment, il y aura 2 R à monsieur. Mais ça, c'est une faute de frappe. Ça ne t'induit pas en erreur. Bien sûr que tu la vois cette erreur-là, mais ça ne va pas t'induire en erreur dans le scénario. Ça va pas t'amener un non-sens. Je parlais vraiment là sur le point de vue cosmétique, les coquilles. C'est-à-dire que effectivement, quand tu as un texte qui est nickel et qu'à un moment il y a une petite faute de frappe qui se transforme dans un autre, c'est-à-dire que le mot devient un autre mot. Le correcteur par exemple de Word, pour lui, il te signale rien. Donc, tu as ton texte parce que c'est vraiment une route, c'est-à-dire tu défiles ton texte, tu lis ton texte. Moi, ça m'arrive de mettre en bas de page, je n'ai pas trouvé d'erreur pour que le relecteur qui sera après moi, celui qui va harmoniser, fasse un petit peu gaffe. Et j'ai déjà eu ça aussi, parce que je fais des relectures pour les Barbu Inc. On avait eu ça, c'était quelqu'un avait déjà passé la relecture et avait dit j'ai pas trouvé grand chose. Des fois, tu vois, on dit attention, j'ai pas trouvé grand chose pour qu'on soit un petit peu Tu sais, il y a aussi cette espèce de scrupule du relecteur qui fait que si tu trouves rien, tu te dis j'ai mal fait mon taf. Ouais. Et alors ce qui est complètement con, parce que parfois tu travailles tout simplement avec une bonne traductrice ou un bon traducteur, et puis voilà, il y a rien à changer, quoi. Et à partir de là, tu sais, t'as les gouttes de sueur, tu te dis mais Ouais, c'est ça. pourvu qu'il ait loupé, qu'il ait fait une faute d'accord quelque part, tu vois, ou une virgule mal placée ou n'importe quoi, que j'ai l'impression de faire quelque chose Oui, de bien. Mais la le personne voit une de tes traces quand même, c'est quand tu renvoies le truc, mais il a pas relu en fait. Voilà, c'est ça. Mais et ce que tu dis, ce syndrome de la route toute droite, c'est exactement ça, parce qu'il y a un moment où, quand la traduction est très bonne, tu lis comme si tu lisais. Mais relire, ce n'est pas lire. C'est une autre forme de concentration qui est assez désagréable. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté. Parce que ça m'est désagréable, en fait, d'être concentré sur les aspects négatifs, les aspects foireux du texte. Tu es en permanence, tu es sorti en fait du texte. À aucun moment tu peux Oui. rentrer dedans. Et au moment où tu rentres dedans, c'est là où tu deviens le plus vulnérable et où effectivement tu vas louper des coquilles et des choses pareilles. Et En c'est pour ça. général, quand même, quand il y a un contresens ou une grosse erreur, ça te saute à la figure, quoi. Oui. Moi j'ai vu des trucs, des fois, alors, c'est là où ma compagne m'entendait hurler dans le bureau à côté. Mais putain, mais c'est pas possible. Mais comment peut-on écrire des âneries pareilles? Parce que le traducteur, lui, quand tu disais tout à l'heure, le traducteur est censé rendre un boulot propre. Non, le traducteur est censé rendre un boulot parfait selon son propre point de vue. C'est-à-dire que, et moi j'ai vu ça très souvent avec des traducteurs débutants, les grosses erreurs qu'on a pu avoir, ce sont des traducteurs qui savent qu'ils ont un filet de sécurité.
Ils savent que, et moi je l'ai fait quand je travaillais au tout début pour Asmodée, je savais que j'avais Jérôme Vessière qui était derrière moi pour corriger, et donc je me disais, bon, si je loupe un truc, tu vois, alors je mettais quand même des machins en rouge avec des commentaires dans la marge en disant, cette expression-là, je suis pas sûr d'avoir bien compris, ou ça, peut-être que je me suis trompé sur le sens. Puis au bout d'un moment, quand tu deviens pro, tu te dis que à chaque fois que tu laisses un commentaire ou que tu laisses un truc où tu dis je suis pas sûr d'avoir bien compris le sens, là c'est ultra amateur, quoi. Normalement, un vrai traducteur ne devrait jamais laisser ce genre de truc là, parce que il doit pas le laisser au relecteur. Le relecteur, normalement, il est là pour lui éviter la sortie de route, pas pour faire son travail à sa place. Et moi j'ai eu beaucoup de traducteurs. J'ai eu des traducteurs pour lesquels, alors je le dis souvent, on a réécrit 66% du texte. 66%, c'est 2 tiers du texte. Et là, tu te dis, alors, il peut y avoir du pinaillage parce qu'on a envie d'avoir un texte qui est à sa propre idée, quoi. Mais 66% de texte, ça devient énorme. Et, Ouais. et voilà, donc le traducteur devrait normalement rendre un travail qui est parfait. Et justement, là, je rebondis sur ce que tu dis, Sandy, c'est que plus quand tu dois recorriger, là tu parlais de tes 66%, c'est qu'il y a un moment aussi, ta tolérance pour laisser passer quelque chose, eh bien, elle est de moins en moins élevée, parce que quand tu es déjà dans la dynamique de retraduire, de ça, donc en fait, le moindre truc, en fait, tu auras tendance à se dire, bon, bah, je repasse dessus là aussi, pendant qu'on y est, on va remettre de la peinture partout. Et ça, c'est un des, c'est un des problèmes. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, moi, dans les autres lectures que je peux faire, c'est que comme j'ai une certaine connaissance de l'anglais, je fais la relecture plus plus en quelque sorte. C'est que je vais au fond du texte. Et, et en fait, il y a des moments, effectivement, on doit dire, bah, il n'y a pas de secret. Des fois, Sandy va traduire quelque chose comme ça. Moi, je me dis, bah, tiens, moi, je l'aurais traduit comme ça. Mais la traduction passe. Donc, là, tu laisses aller, quoi. Tu vois, on a vu ce débat sur le règne de la terreur. Le titre, Le règne de la terreur, et qui a été gardé règne de la terreur. Je ne sais plus d'ailleurs qui était dans quelle position, d'ailleurs, mais peu importe. Parce que Je me normalement, souviens plus. on aurait dû le traduire la terreur. On Parce était que, dans quelle position? oui, voilà. Alors, quelle Mmh. prise de position. On marche aussi l'ambiguïté, Mathieu. Oui, voilà, exactement. Voilà, J'étais obligé de relever. on fera une émission After Dark. Et c'est vrai que des fois, c'est intéressant parce que ça amène toujours parce que c'est ça aussi la traduction, et heureusement d'ailleurs. Il y a pas le mot juste, il existe, mais il y a plusieurs déclinaisons de ce mot juste. Pour ça qu'il y a des notions de compensation. Par exemple, donc règne de la terreur, on aurait dû, si on avait fait une traduction historique, on aurait dû dire la terreur, parce que en anglais, la terreur se dit The Reign of Terror. Et ça, c'est super intéressant, justement, quand il y a ces débats. Et c'est intéressant d'avoir ces débats un petit peu en amont. On a toujours les notes au tout début de la page pour dire, bon, alors voilà les grands thèmes, comment est-ce qu'on fait pour traduire ça, vers quel côté on va aller. Et puis même, par exemple, Sandy, à des moments, va justifier sa traduction pour dire, voilà, pour moi, c'est ça, c'est ça. Puis à partir du moment où, toi, quand tu es, un lecteur, bah, la traduction, enfin, moi, on n'est pas là pour corriger, donc on trouve qu'il y a une belle logique interne, et puis on continue. Et je trouve que c'est vraiment, c'est ça que je trouve très intéressant dans cet aspect de traduction. Et moi, ça m'aide aussi. Après, je l'avais déjà dit, je ne sais plus si c'est ici, mais j'ai donné à mes étudiants en traduction des extraits de traduction erronée, pas de toi, Sandy, ni d'ailleurs, enfin, mais pour qu'on puisse travailler dessus, pour dire voilà quel a été le cheminement du traducteur, pourquoi on devrait le faire autrement, et ça. Et ça, c'est super intéressant. C'est sur ce que tu disais concernant les notes préliminaires de la traduction. Moi, j'ai un exemple parfait. C'est on vient de traduire, enfin, je viens de traduire Colonial Marines pour Alien chez Arkane. Et alors, grosse interrogation métaphysique, comment traduit-on les grades? Parce qu'il y a une façon de traduire les grades américains, de les transposer dans la hiérarchie française, mais il y a des grades américains qui ne se transposent pas, tout simplement, qui n'existent pas en français. Et puis, il y a une organisation du corps des Colonial Marines qui ressemble beaucoup aux vrais Marines, hein, américains, quoi, mais qui n'a pas d'équivalent en France, avec le système d'escouade, de machin, de bidule, quoi. Et donc là, il y a des choix à prendre en équipe au début,
parce qu'il faut qu'on soit raccord, tu vois. Si moi je traduis, alors je pense que c'est ce qui aura été conservé en bout de chaîne, de traduire squad par escouade, tout simplement, alors qu'on aurait pu appeler ça une section. Mais le problème, c'est que malheureusement, chez les Marines, il y a aussi des sections. Donc pas de bol, le terme était interdit. Donc du coup, voilà, il faut qu'il y ait une concertation un petit peu dans l'équipe au début parce que la grosse difficulté aussi, c'est de savoir quand il y a un choix de traduction qui est vraiment très particulier, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a des choix de traduction moi, que je justifie en marge, en disant j'ai choisi ce terme-là plutôt que tel autre parce que ça avait un sens. Il ne faut pas que le relecteur se dise là le traducteur il a merdé, bon, je vais corriger discrètement, et puis comme ça. Alors que si ça se trouve, le traducteur il a de très très bonnes raisons d'avoir choisi un terme plutôt qu'un autre, d'avoir choisi un terme des fois qui va paraître erroné au début, et puis quand tu as lu tout le texte, tu te dis ah ouais non finalement il avait raison. Donc voilà, ça aussi ça fait partie de l'espèce de petit ping-pong entre les deux, quoi. Puis il y a un ping-pong qui est rigolo, je peux dévoiler un peu les coulisses avec Sandy, c'est des fois il y a des notes, parce que c'est vrai que parfois dans les présentations, l'auteur va dire alors si les personnages font ça, alors tu sais, le truc, je crois qu'il y avait eu un moment, c'était les personnages entendent un bruit dans la rue, puis il y avait si les personnages vont vers ce bruit, mais c'est évident. Voilà, alors donc, mais ils sont complètement cons s'ils font pas ça. Donc en fait, on commente aussi, on commente les propositions qui sont faites dans l'histoire. Donc c'est assez drôle parce que plus ça rompt la monotonie de la lecture. C'est ça qui est très bien aussi. Oui, parce qu'il y a vraiment, enfin, au bout d'un moment, quand il y a une équipe qui s'installe, donc je sais que toi et moi sur Cthulhu, on est bien calés. Et puis je travaille aussi avec Robin Schulz sur les produits Arcane. Robin qui est très très bon aussi. Et voilà, il y a une complicité qui s'installe, et de temps en temps, tu vois, t'envoies un petit message pour dire, voilà, alors très souvent, Pierrick Gary me le faisait sur les produits Star Wars en me disant, ce choix-là dans le scénario, mais il est complètement irrationnel, c'est absurde, et Pierrick a un très très bon sens du scénario pour ça, parce que il repère toutes les absurdités, toutes les erreurs que comporte le scénario, alors que moi, parfois, tu vois, là pour le coup, j'étais en relecteur, il y a des choses qui me passaient au-dessus de la tête, et là, t'as Pierrick qui disait ah ouais non mais ça tu vois il y avait un scénario caractéristique où on te disait un truc au prologue, et à l'épilogue on te disait complètement le contraire, quoi. Donc les mecs ont clairement changé d'avis. Et Mais du coup, les spécialistes, ça n'existe pas comme poste de relecture dans l'édition, le côté correction des non-sens, mais des non-sens profonds. Mais ça, on peut pas. Parce que en fait, on doit rendre le texte. Alors des fois, après, tu peux écrire à l'éditeur pour dire, au fait, vous avez écrit une grosse connerie, mais il y a des choses qu'on ne peut pas. ça arrive, ça serait modifié quand même, en fait. Tu vois, oui, mais justement, dans l'édition plus globale, il me semble que ça n'existe. Il n'y a aucune boîte qui paye des gens pour être relecture de cohérence logique du livre. Normalement, ça a été fait dans le produit en VO. Ça devrait être fait être fait en amont, mais il y a beaucoup de cas où on a des incohérences, et où on va quand même aller chercher l'éditeur. Moi, je me souviens, alors, à une époque où je traduisais du roman, c'était des romans de zombies, et il y avait un mec, il allait chercher ses infos sur Wikipédia, et à un moment, il trouve une info sur, je crois que c'était la pression à laquelle on peut soumettre des dents de requin. Et le mec, il allait chercher un article Wikipédia qui était complètement foireux, et qui disait n'importe quoi, quoi. Donc là, ouais, je suis allé, je lui ai écrit en lui disant, voilà, non, les dents de requin, c'est parce que je suis un grand spécialiste des dents de requin. Les dents de requin, ça ne peut pas subir telle pression. Et le mec m'a dit, ah ouais, effectivement, je me suis gouré, j'ai pris tel article comme référence, mais c'était du pipeau, etc., etc. Mais effectivement, on n'a pas de spécialiste, parce qu'en fait, il faudrait un spécialiste de tout. Il faudrait quelqu'un qui soit spécialiste de la logique, quoi. Et ça n'existe pas en tant que poste. C'est des bénévoles qui font des relectures. Et pour revenir sur ces petites notes, elles sont très utiles parce que toi, comme le disait bien Sandy, on ne fait pas de la lecture, on fait de la relecture. Donc en gros, il faut que la chose ait un sens, mais on est dans le sens premier, c'est-à-dire que l'implicite parfois aura tendance à nous échapper parce que nous, ce qu'on veut, c'est une phrase qui soit correcte, la syntaxe est correcte, il n'y a pas d'anglicisme, voilà, tout est respecté. Et effectivement, comme tu es vraiment très très près, le traducteur, lui, il a de la hauteur parce qu'il a déjà tout traduit, il sait ce qu'il a fait, ce que toi tu découvres. Et ces notes-là, en disant oh, bah, il est complètement con de faire ça, pour toi, c'est très très utile parce que non seulement ça, pour le coup, là, tu comprends, mais surtout, c'est que pour
pour toi, après, dans ta relecture, comme tu as intégré ça, tu fais attention à ce qui a été écrit ou ce que tu te dis, bah, tiens, on n'est plus à une incohérence près au niveau du scénario, il y a ça qui amène. Et ça, c'est très, très utile. Ça permet aussi de déblayer cet accès à l'implicite et au problème de structure implicite qu'on n'a pas forcément dans la première relecture. Moi, c'est un truc qu'on a vu sur la gamme des Genesis, en fait. J'en parlais il n'y a pas longtemps sur Facebook. Donc, gamme des Genesis qui s'arrête, faute de contributeurs et de ventes, malheureusement. On avait des scénarios, justement, dans lesquels Pierrick a remarqué une quantité d'incohérences phénoménale. Et surtout, des sortes j'appellerais ça des arrêts de jeu, tu vois. Tu as des moments dans le scénario où on te dit faites faire tel jet de dés au personnage, et alors s'il rate, c'est raté, s'il réussit, c'est raté quand même. Et donc, pour leur expliquer que c'est raté, voilà l'explication. Et les scénarios de Dead Genesis étaient bourrés de trucs comme ça. C'était un truc, pour moi, c'est ce qui a... La gamme, elle n'est pas morte parce qu'ils ont décidé de mettre des PDF gratuits. La gamme est morte parce que les auteurs n'ont pas su donner une porte d'entrée qui soit simple pour cette gamme-là, et ils n'ont pas su faire des scénarios qui soient réellement ouverts dans un monde qui est fait pour le bac à sable. C'est pas un monde où tu as envie de jouer, tu vois, une intrigue qui est circonscrite à une toute petite ville avec sans option précise. En fait, c'est un truc où il n'y a jamais aucune option dans les scénarios de Genesis. Tu vis un film, tu es un spectateur. Il y a une scène fabuleuse, mais vraiment fabuleuse, où les mecs, je sais plus dans quel scénario c'est, ils combattent un méchant, enfin un PNJ, et le PNJ est très méchant, très chiant. C'est le genre de PNJ qu'on aime haïr, et tu te dis, putain, celui-là, je vais lui mettre sa mère, mais un truc mais phénoménal, quoi. Donc les PJ, ils ont forcément envie de le défoncer, quoi. Et là, ce qui se passe, c'est que le PNJ, il est drogué, et il meurt d'une overdose pendant le combat. En vrai, hein. Et tu te dis, donc, tout ça pour ça, quoi. Et pour moi, ça résume vraiment l'erreur qui a été faite dans Dead Genesis, et j'en ai vraiment parlé par mail à Marco Djurdjevic, pour lui dire, voilà, les scénarios, le problème de ces scénarios, c'est qu'ils sont plus que dirigistes, c'est plus des rails, là, c'est des murs, quoi. On ne peut pas sortir du cadre de ces scénarios, et c'est vraiment très dommageable pour un univers qui est censé être un univers en open world, vraiment. Et malheureusement, à l'époque où on en a parlé, il m'avait dit, la campagne, elle est déjà prête, la structure de la campagne, elle est finie, donc je suis le seul à pouvoir la mener jusqu'au bout. Donc voilà, ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait l'occasion de changer de direction, peut-être. Et voilà, malheureusement, ça ne s'est pas fait, et c'est bien dommage. Je rebondis, parce que pour une fois, les gens ne sont pas habitués. On est en après-midi, on a tous des choses à faire, donc on s'est donné 1 heure. Donc pour une fois, je vais essayer de cadrer. Vu qu'on en est sur les erreurs que vous repérez au moment de la traduction, bah justement, est-ce qu'on peut... à quel point traducteur, des fois, c'est pas correcteur? On n'a pas 1 heure, là. Je ne pense pas qu'on corrige, en fait. Je pense pas qu'on puisse faire d'un mauvais texte un bon texte. J'ai essayé, moi. Hein, j'ai traduit une série qui s'appelle Goblin Slayer, qui est très mauvaise, et qui est déjà traduite du japonais en anglais, qui est très mal traduite en anglais, et qu'il a fallu à peu près bien traduire en français. Et donc, t'arrives à faire un texte au début. Quand tu lis les premières pages de Goblin Slayer, tu vois, j'ai essayé de donner une patte et tout, de donner un style qui soit cohérent, etc., etc. J'ai trouvé je pense que je m'en suis pas trop mal tiré. Et puis il arrive un moment où, dans l'intrigue, tout part en sucette, et là tu sais que tu vas pas pouvoir rattraper le coup, quoi. Donc tu sauves les meubles, tu peux corriger dans une certaine mesure, tu peux corriger le style, tu peux corriger des jeux de mots, tu peux corriger des dialogues aussi. Ça, tu peux avoir un dialogue qui est un peu foireux, tu peux en faire un dialogue qui tient à peu près la route, mais au bout du compte, l'œuvre reste l'œuvre. On crée quelque chose. Il y a beaucoup de traducteurs qui, alors je n'ai pas d'opinion là-dessus, qui estiment que traduire, c'est aussi être auteur. On est auteur d'un texte. Je ne saurais pas dire si on est réellement auteur ou si on est simplement, tu vois, une espèce de voie par laquelle le texte passe. Mais en tous les cas, il y a un moment où on ne peut pas sauver un texte qui est vraiment mauvais, quoi, par exemple. Oui, c'est ce que tu soulignes, c'est que par exemple, on parlait de Genesis. Genesis passe de l'allemand à l'anglais pour aller au français.
Tu prends les jeux Free League, c'est pareil, on passe du suédois, c'est ça, je confonds toujours, Suédois, ouais. du suédois à l'anglais au français, pareil pour l'ex-occultum et tout ça. Et donc là, dans cet espace de ce qui se perd dans la traduction, en fait, on multiplie par 2. Oui. Et c'est pour ça que des Genesis, quand tu le lisais en VO, il y avait des moments, ça sonnait pas du tout authentique, hein. Et puis après, il faut que tu repasses par-dessus en français. Et moi, j'ai fait mon burn-out sur The Genesis, hein. C'est un de mes plus mauvais souvenirs de traduction. On avait pourtant une équipe de traduction qui était solide et tout, mais il y avait des délais qui étaient très serrés. Et le texte qui paraissait vaguement compréhensible en VO, une fois qu'on a... Parce qu'il y a un truc à savoir aussi, que tout le monde ignore. Quand tu lis un texte en VO, quel que soit ton niveau d'anglais, tu vois, tu lis le texte, voilà, il y a des choses qui passent et il y a un maximum de choses qui passent. Quand tu es sur le point de le retranscrire de l'anglais au français, là, c'est carrément autre chose. Parce que il va falloir rendre ce texte non seulement compréhensible, mais l'idéal, c'est qu'on ait l'impression qu'il a été écrit en français. Et l'air de rien, ça pose énormément de problèmes. Le truc standard, c'est quand on a des expressions en anglais, pour voilà, les traduire en français. Il y a des expressions qui marchent très bien. Il y en a des très simples, il y a des proverbes, des expressions idiomatiques qui marchent très bien. Et puis il y en a d'autres, qui sont à chaque fois inextricables et sur lesquels on s'arrache les cheveux à chaque fois, quoi. Ouais. Donc ouais, tu connais ça. Non, là c'est le Mathieu Rollis TV et je ne donnerai aucun nom, mais voilà, il y a des gammes de jeux. Je sais que la traduction va être très pénible. Et puis aussi, il y a un truc, c'est que quand tu lis que tu connais, tu repères que ça. Oui. Et voilà, et c'est embêtant. Voilà, hein. Je ne mentionnerai pas les coups vicieux que reçoivent, le coup vicieux que va donner quelqu'un, tout ce qui est voilà, et puis tout ce qui va être iconique et tout ça. Bon, voilà, ça y est. Les armes cruelles, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'anglicismes, beaucoup de choses pareilles qu'on retrouve. Alors, ça fait saigner les yeux les gens qui font de la trad et qui essaient de faire de la trad vraiment française, quoi. Parce que les anglicismes, ça fait jamais bien plaisir. Mais voilà, il y a des anglicismes qui passent dans la langue et qui, par exemple, le verbe réaliser. Voilà. Réaliser, ça veut dire réaliser quelque chose, c'est bâtir quelque chose, créer quelque chose. Et puis c'est devenu, en anglais, to realize, c'est prendre conscience de, se rendre compte de. Et en français, à une époque, il y a quelques décennies, on ne disait pas il a réalisé qu'il faisait une erreur. Ouais. Il s'est rendu compte qu'il s'était gouré. Mais maintenant, voilà, le verbe to realize, il a fait ce glissement de l'anglais au français et ça choque pas vraiment quand on dit ah, j'ai réalisé que ma meilleure amie était. Oui, mais là, ça fera sur les parce que pour ma part, c'est ce que réaliser, c'est la base latine de la chose, res. Donc en fait, on ne peut avoir que ça. D'ailleurs, en realization en anglais n'existe pas. Et c'est donc tu vois, c'est là aussi, on est sur ces mouvements, ce glissement de langue. À partir de quand c'est accepté? Alors, il y en a qui font. En fait, une évolution de langue est arrivée à partir du moment où plus personne n'est choqué. L'exemple parfait, c'est après qu'il ait mangé, ce n'est pas français, on doit dire après qu'il a mangé, parce qu'après que est suivi de l'indicatif. Mais si tu dis, moi je fais le test par exemple tous les ans, je dis alors après qu'il a mangé ou après qu'il ait mangé, on est à 1 ou 2, enfin, il y a moi, et puis il doit y avoir une autre personne qui a dû en entendre parler, qui dit, on dit après qu'il a, et tout le reste va dire, bah non, c'est après qu'il est. Là, on est dans un glissement de langue. Là, c'est-à-dire que, sauf que, de manière très intéressante, c'est que les journalistes qui ne sont pas des exemples c'est pas des parangons du bon français, disent systématiquement après qu'il a. Donc, tu vois, ça se maintient. Moi, j'ai l'impression qu'à une époque, il y a dû y avoir quelqu'un qui a relevé le truc, qui a dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. Et du coup, ça devient, tu vois, ça devient un petit peu quelque chose. Ouais, tu sais, un truc un peu orgueilleux de dire ah ouais, tu vois, moi après que, je sais qu'après c'est indicatif. Parce que mais c'est ça qui est. Moi c'est en tant que lecteur, hein, bien sûr. C'est à ça que moi, pour ma part, je juge une bonne traduction. C'est que je prends le cas du réalisé. Si je vois et là je pars hors tout, hein. Quand je dis il a réalisé qu'il s'était trompé et que je vois après traduit dans un autre bouquin, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé, et bien là je sais qu'il y a un traducteur qui a la base, qui a l'assise. Après on peut et parce qu'il y a des moments, on parle souvent de la traduction Netflix.
Mais quand sur une page, tu te retrouves avec on va dire, les anglicismes du jour, ça fait mal. Et surtout, c'est que tu t'en rends compte, tu t'en rends compte très vite. Et puis surtout, c'est que c'est comme c'est des termes qui se répètent énormément parce que la langue anglaise, ça c'est une des choses, c'est que la langue anglaise fait beaucoup plus de répétitions que le français. C'est-à-dire que la langue anglaise autorise la répétition, mais pas la langue française. Tu peux avoir un texte de presse, par exemple, tu vas avoir 18 fois, ça m'est arrivé, le mot said. Il a dit, il a dit, il a dit. Si tu le fais en français, tu as envie de tuer la personne qui parle. Et, et donc, justement, c'est tous ces petits points de détail qui, mis bout à bout, c'est à ça que tu vois dans cet ensemble, si les choses sont bien faites ou pas. Et c'est vrai que quand tu es anglophile, tu as tendance à beaucoup repérer ça. La meilleure traduction, c'est celle où tu n'arrives pas à deviner le texte qui était en dessous. C'est celle-là. Oui. C'est comme pour les effets spéciaux. Voilà. Quand voilà. on les voit pas, quand on les voit pas, c'est qu'ils sont réussis. C'est pas évident. Hein. Et là, c'est vraiment les gens on va saouler les gens qui nous écoutent parce qu'ils vont se dire, les mecs ils pinaillent pour réaliser quoi. Tu sais, ils ont rien d'autre à foutre de leur journée quoi. Ils sont payés pour ça et tout. Mais ouais, je suis d'accord pour les non-initiés du milieu. Tout cela semble bien prise de chou. D'un autre côté, ça permet de montrer aussi jusqu'à quel point, enfin, jusqu'où va le travail de trad et tout ce qu'il y a derrière. Voilà, ça veut dire qu'on aime ce qu'on fait aussi, parce qu'on pourrait écrire réaliser tout le temps, par exemple. Mais moi, ça m'arrive de le laisser passer hein, pour faire chier le relecteur déjà, et puis non, et parce que parfois ça passe très bien dans un dialogue ou parce que tout simplement le niveau de langue est pas très élevé, donc why not quoi. Ça peut fonctionner comme ça. Mais effectivement, il y a toutes ces spécificités qui font que qu'on s'attache vraiment à tous ces petits détails de la langue auxquels personne ne s'attache finalement. Et donc voilà, on est un peu des dinosaures de la langue française. Puis après, il y a aussi donc dont tu parlais tout à l'heure, Sandy, c'est la relecture technique. Et c'est là, la relecture technique, c'est aussi c'est par exemple, ça nous est arrivé, je crois, sur Cthulhu, il y a un sort qui est mentionné. Le sort n'existe pas dans les règles. On ne le trouve pas. C'est aussi les bonus aux dégâts qui sont totalement fantaisistes. Puis après, tu te rends compte que en fait, l'auteur a fait un copier-coller des PNJ et s'est trompé dans un des copier-collés. Et donc, c'est ce qui a amené l'erreur régulière. Et ça, la relecture technique, c'est un petit peu un piège parce que souvent, toutes les statistiques caractéristiques, elles sont en fin d'ouvrage. Donc là, tu es arrivé jusqu'au bout parce que tu te dis, bon, c'est que des chiffres, on ne les traduit pas, les chiffres. Et donc, c'est là où il faut être assez vigilant parce que c'est là où tu vois, c'est là pour le coup, c'est vraiment ce qui fait ça va avoir un impact sur ton jeu. Oui, c'est justement une des spécificités du jeu de rôle, c'est que, alors, moi, en tant que client de jeu de rôle, je préfère limite un jeu qui va être un petit peu pas super bien écrit, mais qui va être carré au niveau des règles. Si l'aspect littéraire du jeu est un peu foireux, c'est pas grave parce que je vais me dire, oh, quand même, ils auraient pu faire un effort, mais ça va pas m'empêcher de jouer. Par contre, si, comme tu le dis, tu vois, tu as des bonus aux dégâts qui sont complètement foireux, et là, c'est des trucs que je peux pas revoir parce que je suis pas l'auteur du jeu, je sais pas quelle est la mécanique de jeu, je sais pas quelle est la réflexion des fois qu'il y a derrière certains chiffres. Donc, si les chiffres sont foireux, là, ça va me pourrir un petit peu mon plaisir de jeu. Donc, j'aurais tendance à privilégier, et c'est bien souvent ce que je donnais comme instruction aux gens qui faisaient de la fan relecture. Je leur disais, si vous avez le choix entre la technique et la littérature, la technique l'emporte. Voilà. Oui, parce que la technique, c'est finalement c'est beaucoup plus restreint que la littérature. C'est-à-dire que si tu as un petit bagage, tu peux faire la relecture littéraire. Pas de souci. Mais le technique, faut connaître, faut voir, faut comprendre. Et il faut vraiment là avoir les spécialistes. Puis surtout, c'est que c'est pas évident parce que c'est une suite de chiffres. Donc une suite de chiffres, quand tu lis les chiffres, il n'y a pas de lien logique quand tu connais pas. C'est juste des chiffres. Surtout quand c'est un jeu, tu vois, quand c'est Cthulhu par exemple, bon, tu vas arriver à un bonus de plus 20, tu te dis ok, là il y a un truc qui est foireux. Mais quand c'est un système qui sort de nulle part, j'étais en train de relire Troïka il n'y a pas longtemps, des fois tu te dis ah ouais, ok, là il y a un truc qui me paraît complètement incohérent, mais est-ce que c'est pas fait exprès quoi? Donc voilà, c'est le moment où ça vaut le coup quand même d'avoir le contact avec l'auteur pour aller lui dire bon là je suis pas sûr d'avoir bien compris.
Et là, il peut avoir un sens de traduction-correction sur l'aspect technique. Pour le coup, oui, oui, oui. Mais Oui. ça arrive sur l'aspect technique, ça arrive quand même assez souvent parce que les bugs techniques, il y en a énormément. Je sais plus sur Colonial Marines, il y avait pas mal de bugs, mais là c'était des bugs, dans la graphie des noms. Mais il y a un bouquin qu'on a traduit il y a pas très longtemps et où il y avait énormément justement d'erreurs comme disait Mathieu tout à l'heure, de bonus, de nombre de dés, de choses pareilles, quoi. Et donc là, ouais, tu fais remonter à l'éditeur et tu dis, oh, bon, là, on comprend pas bien. Mais c'est évident, hein, là, Benoît, quand tu parlais de la correction, la correction, en fait, elle arrive là-dessus. Elle arrive, l'éditeur, c'est une bonne chose pour lui que ça soit traduit parce que ça veut dire que souvent, la langue de destination, comme elle aura tout revu, aura éliminé les petites scories, donc ce qui fait que ta traduction sera quelque part meilleure. Alors je parle au niveau du côté technique, hein, en jouabilité, que le truc original. Et puis après, ce qui se passe pour le truc original, l'éditeur corrige ses versions PDF et puis s'il y a une réimpression, il les intègre. Et c'est vrai que là, il y a des moments quand finalement tes bonus ou autre chose deviennent très étranges. Toi-même, en plus, en tant que lecteur, c'est pas que tu paniques, tu dis mais attends, je comprends pas. Est-ce que c'est moi qui ai mal compris les règles? Est-ce que je joue en me trompant depuis tant d'années? Puis après, tu vas revoir et puis tu vois ça ou les sorts, il y aura tel sort. Puis tu dis tiens, j'en ai jamais entendu parler. Puis tu regardes, tiens, il est pas dedans. Donc de quel sort il parlait? Parce que C'est ça encore, tu vois, on en parlait tout à l'heure, c'est ce moment où tu te dis, est-ce que c'est moi qui déconne ou pas, quoi. Mais l'air de rien, c'est un vrai problème, parce que l'auteur du jeu sait ce qu'il fait à 100%. Il sait ce qu'il veut dire, il sait ce qu'il veut exprimer, il sait s'il se trompe dans les règles, il se trompe dans les règles, c'est pas grave, mais au moins il sait à quel point il voulait ne pas se tromper. Mais toi, en tant que c'est toi qui transcris, que tu sois relecteur ou traducteur, tu n'es pas dans la tête de l'auteur. Et la bonne traduction, c'est retranscrire l'intention de l'auteur. C'est ça avant tout. Et l'intention de l'auteur, c'est ce qui est parfois le plus difficile à décrypter, et c'est ce qui te fait te poser des questions, c'est ce qui te fait te dire, est-ce que je suis pas en train de déconner complètement? Oui, parce que pour finir, il y avait un prof de traduction d'un collègue traducteur qui lui disait, quand tu fais une traduction, quand tu as l'impression que l'auteur s'est planté, réfléchis à 2 fois avant de dire que c'est un imbécile, parce que si ça se trouve, c'est toi qui n'as pas compris. Oui, Et tu es toujours sur cette corde raide à dire, ok, moi j'ai un regard avec du recul par rapport à l'auteur, mais je ne suis pas l'auteur, donc je n'ai pas cette capacité à savoir ce qu'il y avait dans la tête de l'auteur. Et ouais, ça parfois c'est un truc, il y a de la remise en question, quoi. Oui, puis en plus, comme on est sur un champ qui est très spécial et très réduit, tu vois, quand c'est un auteur de roman, des choses comme ça, on peut connaître son style. Là, on lit un jeu à la base. Donc, un jeu, c'est une voix ludique, enfin, c'est une instance narratrice qui est quand même très. Il n'y a pas normalement beaucoup de place pour l'interprétation. Alors quand justement tu comprends pas, et là tu peux pas deviner le style de l'auteur. Et c'est vrai que tu es très humble. Tu fais oh là, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Comment faire? Je vois pas. Et puis C'est après, ça. C'est très clairement le terme, c'est ça, c'est de l'humilité par rapport à l'auteur, c'est-à-dire savoir le rattraper quand il se casse la gueule, mais ne pas avoir l'impression d'être au-dessus de lui. Et, oui. et c'est un truc, moi, que j'ai vu chez certains traducteurs et traductrices qui corrigeaient des choses et qui se rendaient pas compte qu'ils étaient passés à côté du texte, tu vois. Et voilà, c'est dangereux de ne pas être humble. Parce que l'erreur est humaine, l'erreur, on la trouve partout, et heureusement d'ailleurs. Et donc on la trouve parfois chez l'auteur, on la trouve aussi chez le traducteur, chez le relecteur, on le retrouve partout. Mais surtout en plus, là, quand tu traduis dans une langue, c'est que tu as quand même certaines facilités avec cette langue, et tu arrives avec tes certitudes. Et soudainement, tu vas retrouver la, cette même langue écrite, là je prends le cas vraiment des natifs, et soudainement, c'est écrit par les natifs, donc peut-être que c'est des variations de langue, des choses qu'on dit, qu'on ne dit plus, ou qui sont des rapports culturels qu'on va chercher très très loin. Là, je repensais à la relecture qu'on a fait sur City of Mist. Il y avait des machins, tu les rattrapes avant qu'ils tombent, mais tu dis que tu as de la chance de les avoir vus, parce que voilà, c'est pas évident. Et c'est ça qui est ce jeu que de toute façon, c'est tout le temps, c'est l'éternelle remise en cause. Je dirais que la traduction, puis la relecture, c'est mais que sais-je, constamment.
constamment, parce que c'est tes propres certitudes qui sont face à la réalité d'un texte. Je vous coupe parce qu'on est à 39-20 et puis du coup il me reste 20 minutes pour arriver sur les trucs voilà, de nous. C'est un Benoît, il coupe des gens, censure. Non, mais c'est incroyable. Censure, censure. Qu'est-ce qu'il est vendu, vieux geek, franchement. Ouais. Je suis pourri, quoi. C'est la YouTube monnaie, ça m'a convaincu. Oui, voilà. La cancel culture. Un panier de courses par mois, c'est bon, j'en peux plus, bientôt la DM, quoi. Allez, j'arrête d'être un gros nœud. Non, le truc bête, c'est que, enfin voilà, il y a des gens qui n'ont pas le niveau d'anglais, il y a des flemmards comme moi qui ne font pas vraiment l'effort seulement quand ils n'ont vraiment pas le choix. Et du coup, on est beaucoup à pas être au clair des petits joyaux, des petits bijoux qui sont en train d'être publiés en anglais. Vous qui passez votre temps de lire en VO, qu'est-ce que vous avez repéré de vraiment sympa récemment que vous aimeriez voir traduit? Et ne me faites pas la blague d'Unknown Army. Unknown Armies. Moi, je pense que, juste à titre préliminaire sur ta question, il y a une production qui est tellement vaste, qui est tellement elle est vaste, elle est tellement kaléidoscopique que il y a une chose que je pense qu'il faut savoir se rendre compte, c'est que en France, on traduit énormément de jeux. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de jeux traduits en français. Quand tu regardes ce qui est traduit en italien, en espagnol, il y en a beaucoup moins. Et là, je reprends sur le cadre de Rollis TV, quand on parle de nouveautés qui nous ont tapé dans l'œil. Il y a toujours la question, est-ce que ça va être traduit? Bon, si Arcane ne l'a pas fait, quelqu'un d'autre le fera, j'ai envie de dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, la réponse, elle va être oui tout le temps. Il y a quelques cas, effectivement, non armies. Là, il y a également eu ce jeu Neverland, donc, dont beaucoup ont parlé. J'allais citer exactement celui-là, Neverland. Donc, celui-là, il est passé, c'est une espèce d'ovni parce que déjà, quand tu vois la qualité de production, le coût, et qui est vraiment très très bas, tu vas, voilà, d'accord. Voilà, okay. Parce que on va porter de main. Voilà, moi, je l'ai en PDF, bande de capitalistes. Voilà, ouais, et puis moi, ça a été acheté sur Amazon, tu vois. Donc, je suis en train de me brûler. Mais ce que je veux dire, que c'était quand même un jeu qui était dit parmi les réseaux Amazon, qui est descendu à moins de 20 €, qui est à 25 $ dessus. Et s'il n'y a pas d'annonces qui sont faites, il faut quand même savoir qu'on a de plus en plus d'éditeurs de jeux et que c'est de plus en plus difficile de trouver des jeux qui ne sont pas traduits. Donc, il y a une réactivité très forte quand même qui se passe. Et je peux te dire justement qu'il y a un éditeur qui est très très intéressé par celui-là. Voilà. Je peux lui conseiller tout de suite de revoir les blocs de stats. Les blocs de stats, c'est fait avec les pieds. Pour les trucs de 5E ouais. Tu vois, ça c'est intéressant mais je pense que là, c'est un vrai petit. Là, moi, je suis en train de voir comment le jouer avec ma petite fille. Donc, je l'ai dit que je l'ai fait, ça fait longtemps que je me suis pas replanché dessus, mais l'idée, elle est simple et lumineuse, la réalisation, elle est superbe. Je parle au niveau technique, je suis pas plongé dans les blocs de caractéristiques, mais c'est ça fait partie de ces petits trésors qui te tombent dans l'escarcelle. Tu sais pas trop comment, je sais même plus comment j'en suis venu à en entendre parler. Mais après, en fait, il y a tellement de choses et que c'est. En ce moment, ce que je trouve très, très intéressant et très foisonnant, c'est le monde de l'OSR, avec des trucs comme, tu as Dungeon Crawl classique, évidemment, qui est sorti chez Achilleos, mais tu as plein de petits trucs, tu vois, tu as des fanzines qui sortent sur le sujet, tu as plein de petits jeux qui se font à droite à gauche, et je trouve que c'est un angle intéressant à adopter, parce que sur une idée de base qui est tout le temps la même, c'est-à-dire prenons les stats de base de Donjons et Dragons et faisons n'importe quoi avec. T'as des mecs qui arrivent à sortir des trucs assez ahurissants et assez novateurs, quoi. Donc c'est un angle qui est assez intéressant. Puis à côté de ça, tu as des petits éditeurs. Là, on en parlait un tout petit peu avant. Moi, j'ai reçu récemment un truc que j'avais financé participativement, qui s'appelle Arc de Exalted Funeral, qui est un jeu qui est écrit par une autrice philippine où c'est la fin du monde, et donc il faut empêcher la fin du monde. Et tu inventes ta fin du monde à toi. Ça peut être la vraie fin du monde, ou ça peut être simplement la fin de ton quartier, machin. C'est très finaux,
Et c'est super rafraîchissant la façon dont c'est présenté parce qu'on est très très loin du modèle porte-monstre trésor évidemment. Et il y a une sensibilité, par exemple, dans les illustrations. Alors, c'est comme les illustrations de Troïka, qui est un autre jeu complètement, un autre ovni. Je les trouve à la fois super laides et super séduisantes, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui s'en dégage. Il y a une espèce d'art super naïf et en même temps vachement incisif, en fait, dans ces illustrations-là, qui fait que on est très loin des illustrations très belles et très lisses, par exemple, de la 5e édition de Donjons et Dragons. Moi, je les trouve très très belles, mais elles me font pas, Mmh. elles me stimulent pas l'imagination, tu vois. Bah, C'est un peu, c'est celles de DCC, qui sont, très belles, enfin, qui ont une âme, qui ont une puissance. Ouais, et puis surtout auquel tu peux, en tant que mauvais dessinateur comme moi ou d'autres, tu dis: «Tiens, j'aurais peut-être pu le faire si à un moment j'étais, sur un coup de chance enfin un coup très heureux», parce que moi ça me faisait penser à ces illustrations qu'on dessinait sur des cahiers, quand tu t'ennuies en cours. mais Ne c'est faites pas ça. ça. Et tu te Si, faites-le, retrouves faites-le. dedans. Tu te retrouves, moi je suis un vendu maintenant, tu sais, je suis de l'autre côté du bureau. Et c'est ça qui fait ça, tandis qu'effectivement, quand tu as les très belles, illustrations Pathfinder 5e oui, elles sont très belles. Est-ce qu'elles ont ce supplément d'âme? Je suis moins certain. Je suis moins certain. Je, je trouve qu'elles sont aussi légitimes, mais effectivement, ce que tu dis, quand tu ouvres des dungeon crawl classiques ou quand tu ouvres ces fanzines qui sont réalisés avec des dessins un peu au pied de biche des fois, Note. ah bah ouais, non mais alors Nox c'est le top, c'est extraordinaire ça. Là c'est pas réalisé au pied de biche pour le coup, c'est vraiment, en plus Oui, c'est très très beau. ça a une patte qui sort complètement des standards type DD5 et Bah pourtant ouais. c'est Mmh, punchy, quoi. tout à Ah fait. bah complètement, complètement. Mais voilà, t'as l'impression, tu vois, comme tu disais, que c'est un truc qu'a fait un copain, quoi. Alors c'est complètement con, hein. J'imagine que moi je dois réagir comme ça dans les tréfonds de ma tête. Mais quand tu vois Donjons et Dragons, t'as l'impression que c'est un produit, que c'est un truc qui a été, ça sort un peu d'usine, même si artistiquement c'est très réussi. Et quand tu vois arriver ces petits fanzines ou ces trucs de dungeon crawl classiques, tu sens que ça a été fait avec les doigts des mains, tu vois. Il y a un truc effectivement super artisanal et je sais pas, moi ça me charme. Ça Oui, me, mais je me suis pour reprendre DCC, je crois que je le dis dans la vidéo, mais je me suis longtemps interrogé de pourquoi j'avais un tel attrait pour ce jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu, je suis pas plus fan que ça de l'OSR, c'est un concept de jeu qui peut rebuter certains parce que, bah, finalement tu t'attaches pas à ton personnage et tout ça. Mais pourtant j'étais vraiment attiré, vraiment attiré par le jeu, et je le feuilletais, je le relisais. Il y a un côté maudit, je sais pas, il sentait le soufre et la nuit il faisait du bruit. Mais surtout ils ont réussi à toucher une sorte de quintessence, qui appelle à la fois aux lecteurs de maintenant et aux lecteurs qu'on était, il y a 20 ans. Hmm. Et il y a cette espèce de fusion, parfaite qui est réussie. Je ne parle même pas du décapsuleur qui me sert en partie maintenant. Et C'est vrai. voilà, et pour des grands verres. Et donc c'est, c'est, je trouve que cette patte d'OSR, alors qu'on est vraiment dans une grande vanne nostalgique, on va pas se mentir, elle réussit à dire: «Tenez, ce jeu-là, vous auriez pu y jouer il y a 20 ans, mais maintenant on vous propose d'y jouer maintenant et regardez les petits changements qu'on a faits», avec des Ouais. changements qui sont très astucieux. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aime bien ce côté, voilà, artisanal, les petits dessins crasseux, là, les petites cartes en noir et blanc, tu sais, avec des trucs qui sont dessinés un peu de guingois, un peu, ça a du charme. C'est un peu, ça me fait penser c'est la différence qu'il y a entre des effets spéciaux en CGI et les trucs de Ray Harryhausen. Voilà. Voilà, Moi, ouais, les squelettes, ouais. voilà, les squelettes de Ray Harryhausen, c'est quelque chose quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de syndrome de la vallée parfaite? Si. Si, je Et pense qu'il la y a de ça petite aussi. erreur te donne un sentiment d'authenticité. Si, c'est clairement ça. Et quand tu vois justement la 5e de Donjons et Dragons, tu n'as pas cette petite erreur. Tout est calibré. Moi, j'aime beaucoup la 5e édition. Je crache pas dessus, tant s'en faut. Mais voilà, effectivement, tu as l'impression. Pour moi, c'est un beau produit. C'est un truc. C'est un jeu en plastique, tu vois. Et c'est pas péjoratif quand je le dis, Oui, hein. non, mais C'est un beau jeu en plastique. Et là, je vois arriver. On me propose un jeu qui a été poncé. Tu vois, un jeu en bois, tout bizarroïde,
un peu crochu, un peu sale. Et c'est peut-être avec celui-là que j'ai plus envie de jouer. Ouais. Bah, c'est l'équivalent de. Là, t'es ici, bah, tiens, regarde, j'arrive même à l'atteindre. Tu prenais Dragon Radieux numéro 1, tu vois, qui était comme ça. Ah oui. Voilà. Il y avait un cartonné un peu plus épais pour la couverture. Et puis, tu vois, tu avais ce genre de dessin. C'est les nouvelles. Puis, alors, c'était à l'imprimante. Tu sentais qu'ils ont dû en avoir. Enfin, voilà, la bonne vieille imprimante Marguerite. Punaise, ouais. Mais voilà, mais il y avait derrière, effectivement, tu sentais tout un amour qui est fait ça. Et ça, c'est les jeux dont tu parles, Sandy, c'est pour moi c'est les Dragons Radieux, puis les autres petits fanzines d'une certaine époque. Ouais. Il y a plein de... C'est des petites choses en fait. Et tu as l'impression que c'est pas cette espèce de gros truc, de gros mastodonte qui est Donjons et Dragons, qui devient carrément à la mode. Hein. Là, Oui. je pense que c'est plus qu'intégré dans les mœurs. Et à côté de ça, tu as ces espèces de petits machins, ces petits éjaculats là, qu'on te propose sur du papier dégueulasse. Et tu te dis, ouais, il y a des choses intéressantes dedans, quoi. Et puis Benoît, tu parlais de traduction, excuse-moi, mais en fait, c'est peut-être pas des gros éditeurs qui vont les traduire, mais tu prends le Grumpf, où tu vois, j'ai vu là passer il y a 2-3 jours un message de quelqu'un qui avait traduit un espèce de jeu, un jeu qui était en 4 pages, et puis des bâtonnets, voilà, j'ai fait la traduction. C'est que maintenant aussi, tu peux avoir accès à des VF de cela, faites par des amateurs, et puis qui sont de très très bonne qualité. Et puis même si parfois c'est pas parfait, au niveau de certaines traductions, l'enthousiasme, c'est comme pour les dessins, ça ne t'empêche pas de le comprendre et d'aimer le jeu, et puis surtout de remercier la personne qui a pris de son temps pour te le traduire et te l'amener en français. Et on a quand même une très très grande, on a une communauté là-dessus qui est quand même vraiment réactive, et il faut saluer ces travaux d'amoureux. Moi, je pense toujours à l'équipe de Descent.fr qui traduit tout Mitras. Enfin, ils font un travail, mais ils abattent un travail de fou. Là, ils m'ont envoyé encore d'autres choses, mais c'est pas des petits suppléments qu'ils traduisent. Là, ils m'ont envoyé le supplément époque romaine. Il est comme ça, et on n'entend jamais parler de. Et c'est vraiment dommage, mais voilà, ils le font, et on a l'occasion d'avoir ce jeu. Mitras, je suis pas sûr qu'il soit traduit dans beaucoup de langues. Hein. Non, effectivement, ouais, c'est un truc qui est complètement anecdotique à côté de ça. Ouais. Mais les traducteurs, moi j'ai lu plein de traductions, justement, j'en achète de temps en temps sur DriveThru. Et alors, il y a des trucs c'est des traductions parfois bancales, mais qui permettent de jouer au jeu en français. Et pourquoi, enfin, je vois pas pourquoi je pourrais critiquer justement ce genre de choses-là, sachant que tu as des jeux que aucun éditeur ne prendrait le risque d'éditer parce que voilà. Et derrière, tu as un mec ou une nana qui a des compétences en anglais qui valent ce qu'elles valent et qui s'est dit, ok, moi je vais le faire. Je trouve ça super cool. Ouais, moi aussi, je salue effectivement les gens qui font ça, et je trouve que voilà, c'est une très très belle chose. Moi, mon rêve, entre guillemets, c'est de trouver, tu vois, que tu es un jeu en anglais, et que tu es à quelqu'un qui, justement, il suit sang et eau, il se le fait à la fin de son taf, le soir, dans son coin, il te réussissent à te le produire, et que tu es un éditeur français qui dit, mais tiens, mais en fait, je te rachète ta traduction parce que là, tu as fait un super taf, et puis comme ça, le jeu arrive à tout le monde. En fait, c'est complètement dans le domaine du possible, parce que ce qui n'aurait pas été possible auparavant. Et là-dessus, Internet est une chance énorme. C'est pour ça que tu vois, si un jeu est un phénomène ludique au niveau du jeu de rôle, il sera traduit en français par un éditeur, sauf Non-Armies, il sera traduit en français par un éditeur. Non-Armies, c'est spécial aussi. Moi, je pars du principe que si tu veux jouer à Non-Armies, tu joues en anglais, puis voilà, c'est tout. C'est comme ça. Tu peux jouer aux armées inconnues. aux armées inconnues, ouais. Non, il est intraduit. Non, il n'est pas impossible à traduire, mais il est très. Il faudrait vraiment une équipe de super bons traducteurs pour rendre vraiment la substantifique moelle de ce jeu-là, en fait. Mais est-ce que quand tu prends les jeux, tu parleras pas, Ben. C'est terminé. J'ai été cancellé tout à l'heure. Il n'y a plus beaucoup de temps si je dois pas me tenir à la promesse de 1 heure. Donc, merde, il y a déjà un sujet que j'ai perdu parce que vous êtes des pipelettes, les loulous. C'est de leur faute. Mais t'as invité les pires.
Voilà. Ouais. Je sais pas, je trouve il manque Olivier Akai au niveau des pipettes. Il a le level. Voilà, bah non, voilà, non, c'est mort là. Elles en placent même plus une. Ah, Donc mais ouais. oui, Matt, quand tu disais les petits fanzines, je suis d'accord que ça n'existe plus sous la forme de petits fanzines, mais je trouve le web assez fleurissant de petites initiatives. Mais attends, mais c'est génial. Tu veux regarder du jeu de rôle sur YouTube, tu trouveras des villes YouTubeurs quasiment tous les jours. Mm. Tu trouves des sites où il y a quand même des gens qui sont très très pointus dans le domaine des jeux. Ils te font des analyses des jeux. Tu es là, tu fais waouh! Et ça, c'est super. Là, par exemple, tu sais que tu vas inviter Manon et Simon Lee pour ces pieds d'argile, je crois. Nous aussi, on va les avoir. Moi, j'adore ce genre de truc. À un moment, ils prennent Vampire. Ils trouvent que Vampire, c'est devenu un jeu de gros bourrin. Ils avaient totalement raison là-dessus. Ils décident, tiens, je vais en faire ma version. Bing. Mm. Voilà, il te donne une version, finalement, une autre version française du jeu, en ayant tout modulé. On a quand même un super vivier. Et ça, c'est une grande chance qu'on a. Et ça Non, montre aussi à quel. Je pense que le jeu de rôle a effectivement le vent en poupe parce qu'il y a on voit de nouveau ces initiatives en fait de gens qui font des choses. Et on en parlait tout à l'heure. Il y a des gens qui critiquent dans leur coin. Et il y a des gens qui font des choses. Moi, je suis épaté par des gens comme Neterion. Je vois plein de gens, alors surtout sur Twitter, sur Twitch, sur machin. Il y a des gens qui sont ultra productifs, qui font des choses incroyables et qui exploitent les possibilités dont on dispose aujourd'hui pour produire, que ce soit des actual plays, comme tu dis, des versions de jeux, leurs propres jeux, leurs propres scénarios. J'ai vu passer un scénario il n'y a pas longtemps, mais j'ai oublié le nom. Voilà, merde. Mais j'ai plus de mémoire. Mais un scénario amateur, en fait, qui est très très bien fait. Enfin, voilà, je pense que la génération de rôlistes qui vient est tout à fait capable de s'emparer du jeu de rôle. Elle le fait et c'est une très très bonne chose de laisser les vieux barbons débattre de trucs complètement inconséquents et de s'emparer réellement du jeu de rôle et d'en faire quelque chose qui soit adapté aux nouvelles générations de rôlistes. Et moi je saurais pas faire ça. Tu vois, Oui, nous, on est de l'époque où quand tu faisais un petit truc dans ton coin, tu allais dans ta ville voir ta boutique si tu avais une boutique, et puis tu avais ça en dépôt-vente. Et puis voilà, donc moi je me rappelle, j'avais fait un fanzine avec Olivier Legrand, Odyssée numéro 1, qui s'était vendu un succès international à Caen. Et bon, puis on n'a pas eu le temps de faire un numéro 2, parce que là maintenant, avec l'écran, tu n'as plus la mise en page, tu n'as plus les photocopies, tu fais un PDF, et puis c'est bon. Et on a ça. D'ailleurs, de toute façon, le web, hein, c'est ce qui a permis aux jeux de rôle de survivre dans les heures noires. Et ça a permis de bien fleurir. Et puis là, on voit qu'ils quittent le web pour arriver dans un espace autre que les boutiques. Du coup, j'en profite pour faire ma pub. Il y a un scénario disponible sur mon site, parce qu'il y a un site aussi qui est en lien en mais dessous, oui, il est qui est en vraiment cours de vendu. construction et de testing, où vous jouez des pecnos qui sont coincés entre des gobelins et des méchants aventuriers. oh, Donc c'est bien voilà, ça. si vous voulez aller jeter un coup d'œil et puis C'est ramener votre quel opinion. système du coup? Je l'ai mis sous coureur d'orage. Tu sais, moi, j'aime bien garder en c'est coureur bien ça. d'orage. Bon choix. Et puis voilà, vous devez aller sauver le boucher. Mais bon, Ah, c'est bon ça. un C'est bon, scénario totalement réalisable rien qu'avec des interactions sociales. Parce que voilà. c'est bon ça. Et Non mais voilà, ça c'est super. Voilà, c'est un truc. Moi, ce qui m'épate aussi dans la production actuelle, et quand je vais voir par exemple, on en parlait tout à l'heure sur itch.io, tu as des trucs complètement farfelus, t'as des idées de scénarios qui sont complètement délirantes, t'as des trucs du style Cozy Town, quoi. Cozy Town, le truc qui m'a explosé le cerveau, le jeu, tu sais, en 2 pages, quoi, et où tu inventes ta ville, et alors il se passe des trucs, et il y a des trucs mignons, et tu joues à ça avec un paquet de cartes. Mais je trouve ça tellement merveilleux, quoi. Il y a ce foisonnement créatif de toute une génération. Alors, nous, en tant que vieux rôlistes, tu vois, vieux barbons nés dans les 70s et tout, on était là pendant des années, voire des décennies. Oh, il va falloir former la prochaine génération à faire des trucs, quoi. Il va falloir leur apprendre quand même, etc. Et là, en fait, ils arrivent et ils savent déjà, mais ils en savent plus que nous, en fait. Oui, surtout qu'il y a Largement. il y a un point quand on parle donc de cette génération, donc de notre génération, on avait une sorte de vénération pour le jeu et la règle, dans le sens où, par exemple, tu voyais un film, tu lisais un bouquin et tu disais
Ça serait bien si ça sortait en jeu de rôle. Et C'est on vrai. avait cette espèce de. On n'avait pas la volonté, on avait l'humilité, je sais pas, on était impressionnés, mais on ne se disait pas, allez, tiens, je vais. Il y en a qui l'ont fait, bien sûr, mais la majorité, on ne se disait pas, tiens, je vais l'adapter. Et parce qu'on se disait qu'on n'avait pas les caractéristiques, il n'y avait pas ça. Alors que maintenant, clic, voilà. Et c'est Ah ça ouais. qui est super, Ah, c'est-à-dire qu'on a cette volonté d'adaptation. On est plus contraint par les jeux qui sont déjà sortis. Moi, je sais qu'on le faisait dans mon groupe parce qu'on jouait très très peu en fait. On jouait très peu de scénar du commerce. On jouait très peu de jeux du commerce tels qu'ils étaient prévus. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'on jouait à un jeu ou qu'on faisait une partie, on réinventait la roue à tous les coups. Et genre des fois, on se rendait compte. Je me souviens dans DC Heroes, on se rendait compte que une règle qu'on avait inventée, elle existait déjà, tu vois, parce qu'on avait lu les règles en diagonale, quoi. Mais mais voilà, et je retrouve justement cette volonté de s'approprier les choses. Euh, moi, c'est un truc qui me tient énormément à cœur. Je pense que si on joue au jeu de rôle, c'est parce que on a besoin de s'approprier la culture. On a besoin de dire, voilà, cette œuvre-là, je sais pas, Harry Potter, c'est jamais sorti en jeu de rôle. Je suis sûr qu'un peu partout, tu as des gens qui jouent à Harry Potter, le jeu de rôle, qui a été fait sur un coin de table, tu vois. Ouais, Et, ils ne le disent pas à voix haute, parce que sinon, il y a des gens avec des cravates qui vont venir frapper à ta porte. ouais, ou tu sais, si c'est fait dans un coin de table, sur un coin de table, si c'est pas commercialisé, on s'en fout un peu, quoi. Non, mais ce que j'avais lu, je sais plus quelle personne qui est assez active d'ailleurs qui fait des belles choses là sur Facebook, qui avait justement écrit lui-même à Warner pour dire c'est un jeu, je ne veux pas d'argent, rien du tout. On avait fait tu es gentil, tu ne sors pas ton jeu, même si c'est voilà, donc on va faire les Voldemort. Donc il le Ouais, non, fait, mais entre amis, voilà. voilà, mais je pense que tout le monde, enfin, il y a beaucoup de joueurs, des joueuses de jeux de rôle qui le font, et ça, c'est important. Ouais, C'est tout à fait. le jeu de rôle, c'est pour ça que la 5e édition, là, je repars sur mon cheval de bataille, c'est un très très beau produit, mais le jeu de rôle, c'est pas un produit en fait. C'est pas un livre. Un jeu de rôle, c'est pas un livre, c'est pas non plus une boîte, c'est pas un jet de dés. Le jeu de rôle, c'est ce qui se passe entre plusieurs personnes qui racontent une histoire à la table. Et finalement, le jeu en lui-même, il est un petit peu accessoire, quoi. On te le vend parce que c'est un modèle de jeu, et le modèle le plus vendu, ben, c'est Donjons et Dragons. Mais il y a tellement d'autres choses à faire, et cette génération de rôlistes qui arrive, elle s'en est rendue compte parce que voilà, elle n'a pas les inhibitions que nous on avait. Mm. Moi, il fallait que j'achète un jeu, même si on inventait nos trucs, tu vois. Quand on voulait faire du médiéval fantastique, on se disait, ouais, il va falloir que j'achète tel jeu. Quand on voulait faire de la SF, il faudrait qu'on achète tel jeu et qu'on se base sur tel jeu. Je pense que les joueurs et les joueuses de maintenant, déjà, ils ont beaucoup de matériaux gratuits à disposition, et ils font les choses, ils les construisent eux-mêmes, et moi, je trouve ça admirable, que je suis Ouais. Je toujours en pense qu'il n'y a pas admiration. de chance que Donjons et Dragons 5 devienne un modèle hollywoodien. Quelque part, C'est- dans, oui, c'est le blockbuster. dans quel sens? Bah, dans le sens où, enfin, j'en discutais avec justement un ami qui est au Québec et puis qui me disait, mais là-bas, les chaînes YouTube, c'est vraiment 95% de DD. Enfin, il avait l'impression d'avoir du mal quand il parlait de jeu de rôle était forcément égal à Donjons et Dragons. Oui, C'en était des synonymes. oui. Alors justement, je vais te donner un exemple, mais alors, qui m'est arrivé il y a 3 jours. J'écoutais, parce que mon autre passion, c'est le football américain. J'écoutais une émission dessus, le plus gros podcast de la chaîne ESPN. Et dedans, il y a des participants qui dit ah ben il y a Critical Role qui a commencé sa nouvelle saison. Et ça a été très intéressant parce que les autres présentateurs sont un peu moqués de lui super gentiment, parce qu'ils se moquaient pas du jeu, ils se moquaient de lui qui regardait des gens qui jouaient. Et puis alors ils mettaient tous les clichés dedans. Le passage était hilarant. Et ce qui était très intéressant, c'est que ils ne disaient pas c'est du jeu de rôle. Ils disent it's Dungeons and Dragons. Nous, Oui, on oui. mettrait toujours c'est du jeu de rôle. Là, en fait, on a retiré, et c'était vraiment frappant. Le mot n'est pas, enfin, le mot est apparu un moment, juste une fois, au bout de 2-3 minutes de conversation. C'est I play Dungeons and Dragons. De toute façon, regarde, le D20, c'est le symbole du jeu de rôle. Le symbole du jeu de rôle, c'est le D20, ça vient de donjon. Aux États-Unis, tu peux dire Dungeons and Dragons. On sait que c'est du jeu de rôle, tu n'as pas besoin de le mettre. En France, on a encore besoin de dire je joue à Donjons et Dragons, virgule, le jeu de rôle. C'est pas faux. Ouais. Ça nous fait un joli mot de la fin. On a débordé de 3 minutes. Ouais. Ouais, C'est un c'est joli pas mot grave. de la fin.
Mais ouais, non, c'est bien. Parce que moi, je suis super optimiste quand même vis-à-vis de Oui. la façon dont les choses évoluent. Je vois pour l'arène, par exemple, qui commence déjà à générer des clones. Je crois que c'est chez Brajlon que ça Oui, sort, tout à fait. Brajlon Jeu, et qui commence déjà à générer quelques clones. Et je pense que tout ça, ça peut devenir des phénomènes de société. Alors, un peu comme les escape games sont devenus des phénomènes de société pendant un moment. Voilà, donc, on n'est pas à l'abri que justement, à un moment, il y ait une sorte de meilleur équilibre entre Donjons et Dragons et les autres jeux de rôle, quoi. Mais comme, Dans... comme oui. vous le soulignez, effectivement, là, celui qui a le plus de poids, clairement, c'est D&D. Là, on va avoir, donc dans l'autre chaîne YouTube TV qu'il ne faut pas nommer, on va avoir une nouvelle chroniqueuse on est super heureux parce elle est super et c'est quelqu'un de la jeune génération, très clairement. Et c'était très drôle parce que disait, non, mais moi je ne joue pas à Donjons et Dragons. Et ça, je trouve ça génial quand on me dit ça parce que c'est triste parce que ça veut dire que c'est comme si c'était une sorte de passage obligé, qui n'en est pas du tout un passage obligé, tout comme l'appel de Toulouse n'est pas un passage obligé. Il n'y a aucun jeu qui est un passage obligé. Et elle amène une fraîcheur. Et elle m'a expliqué ce qu'elle maîtrisait. Et c'était, voilà, c'est des jeux que je connais bien entendu, mais qui ne m'intéressent pas tant que ça. Et elle est à fond dedans. Et ça, c'est ça, cette nouvelle génération qui, bah voilà, les goûts changent et c'est super. C'est carrément bien. Et ça ne nous empêche pas, nous, de jouer à ceux qu'on aime. C'est ça aussi qu'il faut préciser. Et d'essayer d'être séduit par les modèles des jeux que la nouvelle génération déploie, quoi. Moi, il y a des trucs du style Quest qui me fait de l'œil. Bon, là, il y a Arc de Exalted Funeral. Il y a plein de trucs. Je sais pas, A Town Called Malice aussi, qui me fait beaucoup de l'œil. C'est Marion Amar qui en avait parlé en vidéo. Oui. Et voilà, celui-là, il est un peu fiasco sur les bords, donc il m'attire énormément, quoi. Voilà, Voilà, donc ça vaut le coup d'être un rôliste en 2021. Clairement. Il y a de la créativité. Bon, alors, qui retente un remous de la fin? Vas-y, Sandy. Non, Mathieu, moi évidemment, putain, je sais plus. Voilà, je sais plus. Je t'ai coupé dans ton élan, du coup. Voilà, the best is yet to come. Voilà, le meilleur est encore à venir. Voilà. C'est vrai. Ouais, le meilleur est à venir. Bon, bah, hop. C'est un joli mot de la fin. Putain, pourquoi je reparle dessus, quoi. Bon. Alors, j'en trouverai pas trois. Au revoir à tout le monde. Tu couperas, c'est pas grave. Je sais pas faire.